L'histoire débute avec un pauvre air lamentable nommé Charlie Heller qui tente de grappiller un maigre ersatz de quiétude dans sa cahute de jardin sordide. Évidemment, cette paix dérisoire est immédiatement pulvérisée par son épouse, Sarah, qui déboule pour lui balancer ses adieux. Elle s'envole pour un obscur séminaire d'entreprise à Londres, abandonnant Charlie à ses marottes étranges et compulsives. Cette scénette conjugale d'une banalité écœurante est sur le point de voler en éclats de la manière la plus spectaculaire et violente qui soit. Soyez attentifs, car Charlie n'est pas qu'un simple minable insignifiant qui patouille des horreurs dans son réduit. Il décrypte des codes pour la CIA, une mascarade relevant d'un exercice de haute voltige monumental à préserver au milieu de voisins crédules. Il communique avec un agent de terrain baptisé l'Ours, prétendument parce que Charlie l'a un jour sorti d'un merdier qu'aurait dû lui coûter sa misérable carcasse. Par-dessus le marché, Charlie échange des communications énigmatiques avec un mystérieux correspondant connu uniquement sous le curieux pseudonyme d'Inquilin. Il gaspille son énergie à tenter de repérer cet individu, une entreprise vaine dans un univers de menteurs patentés. Un beau jour, ce fameux Inquilin lui balance une liasse de dossiers confidentiels qui vient foutre en l'air toute sa réalité et la réduire en poussière. L'aide des documents révèle que ses propres supérieurs, le directeur Frank Moore et son second Caleb Horowitz, sont des ordures sans scrupules de la plus vile engeance. Ce duo valide des frappes de drones illicites au Moyen-Orient depuis une putain d'éternité. Pour protéger leur miche, ils ont maquillé ces carnages en attentat suicide, une manœuvre d'une lâcheté absolument abjecte. Avant même que Charlie ait pu encaisser cette révélation, il est convoqué à une entrevue électrique avec la directrice O'Brien et ce salaud de Moore. Il lui balance que son épouse, Sarah, a été brutalement exécutée, et ce, sans la moindre putain d'once de compassion. Il lui débite un bobard cousu de fil blanc à propos d'une prise d'otage à Londres, un tissu de conneries que son esprit évente sur le champ. Son déni est brutalement pulvérisé à l'instant où il lui balance la sinistre vidéo d'hommes armés kidnappant son épouse. C'est une vision d'une cruauté insoutenable, spécifiquement conçue pour l'anéantir et le réduire en charpie. Après quoi, ils lui font le coup de pute de lui restituer ses effets personnels et sa dépouille, comme si cette mascarade macabre pouvait réparer la moindre putain de chose. Parmi ses effets se trouve une boîte à secrets qu'elle lui avait offerte, une ultime estocade en plein cœur lui rappelant l'existence qu'ils lui ont dérobée. Charlie s'écroule totalement, sanglotant éperdument sur cette foutue boîte en bois qui incarne désormais son univers entièrement anéanti. Submergé par un maelstrom de chagrin et de fureur, Charlie exige que Moore et Caleb exterminent les assassins de Sarah jusqu'au dernier. Sans la moindre surprise, ces couards de technocrates lui signifient que sa quête de vengeance est une emmerde qu'ils n'ont aucune intention de gérer. Et conséquence, Charlie décrète que si l'agence ne fait pas son putain de travail, il s'occupera lui-même de cette putain de sale besogne. Il déclenche sa propre opération, exploitant ses compétences singulières pour extraire et décortiquer les informations dans leur moindre recoin. Il identifie les 4 assassins qui ont exécuté son épouse, donnant enfin un visage à sa fureur. Les assassins sont Mishka Blasic, Elish, Gretchen Frank et le salopard qu'a pressé la détente, Horst Schiller. La vidéo révèle une autre réalité déchirante. Son héroïque Sarah a fait rempart de son corps pour protéger une autre femme, encaissant les balles qui ne lui étaient pas destinées. Elle est morte en putain de battante, ce qui paradoxalement rend l'ignominie de son exécution encore plus abyssale. L'existence en miettes, Charlie exige qu'il le transforme en arme, en agent opérationnel, afin qu'il puisse personnellement rendre sa propre justice. Moore et Caleb se fendent la poire, jugeant l'idée de se rendre cuir survalorisé jouant les prédateurs absolument hilarantes. C'est alors que Charlie abat sa carte maîtresse, menaçant de vitrifier leur carrière en révélant au grand jour leurs opérations de drones illégales. Il les informe avoir mis en place un dispositif de l'homme mort pour saturer les médias de leurs secrets s'ils venaient à être liquidés. Instantanément, les rictus narquois se figent sur les visages de ces deux bureaucrates véreux. Il cède à son ultimatum, la mort dans l'âme, l'expédient à l'entraînement tout en conspirant en coulisses pour orchestrer son élimination. Charlie débarque au Camp Ready, un trou à rats démoralisant conçu pour broyer les hommes et les reforger en machines à tuer. Il y fait la connaissance du colonel Robert Henderson, un vétéran revêche chargé de le mettre au pas. Évidemment, Charlie s'avère être une catastrophe ambulante dans toutes les épreuves physiques. Il est d'une gaucherie affligeante avec une arme et se fait démolir systématiquement au corps à corps, un homme à la dérive dans un océan de violence. Il révèle cependant un don étrange, presque morbide, pour une unique discipline, la pyrotechnie. Henderson l'observe confectionner des explosifs avec la précision glaciale d'un chirurgien et concède que le bonhomme n'est peut-être pas une cause totalement perdue. Malgré tout, Henderson conclut que Charlie est dépourvu de l'instinct meurtrier fondamental requis pour prendre une vie humaine.
Pendant ce temps, Moore et Caleb déploient leur meute de techniciens à la recherche du dispositif de l'homme mort de Charlie. Ils finissent par piger que toute la menace n'était qu'un gigantesque et audacieux coup de pute psychologique. Le dispositif était une pure invention. Charlie avait misé sa propre peau sur leur lâcheté, pariant qu'il n'oserait jamais vérifier son bluff. Réalisant la supercherie, ils ordonnent immédiatement à Henderson de régler définitivement leur problème devenu encombrant. Mais Charlie, bien plus futé qu'il ne l'imaginait, s'est déjà évaporé de ce putain de camp sans laisser la moindre trace. Sa vendette personnelle démarre à Paris, où il piste sa première proie, Gretchen. Il localise son appartement et, grâce à ses talents d'espion fraîchement acquis, crochette la serrure pour s'y introduire. Et perquisitionnant l'endroit, il découvre qu'elle fréquente assidûment une clinique spécialisée en allergies. L'arrivée de Gretchen et de son acolyte contraint Charlie à décamper quelques secondes seulement avant de se faire alpaguer. Il dispose d'une fenêtre de tir idéale, mais réalise qu'il est incapable de presser la gâchette. Henderson avait vu juste. Il ne peut pas tuer de sang-froid, du moins pas de manière conventionnelle. Alors, en guise d'alternative, il élabore un stratagème plus complexe pour la neutraliser. Se faisant passer pour un médecin, il s'infiltre dans la clinique et repère sa salle de traitement spécifique. Il la scelle dans la chambre hermétique et entreprend de saturer son arrivée d'air avec du pollen. Tandis qu'elle commence, ironie du sort, à suffoquer à cause du pollen, il la presse de lui révéler la planque de Schiller. Alors que Gretchen perd connaissance, un reliquat de son ancienne personnalité le pousse à l'extraire de cette chambre mortelle. À l'instant même où elle est libre, elle lui saute dessus, ayant visiblement oublié qu'elle frôlait une mort atroce. Paniquée, elle déboule dans la rue et se fait faucher net par une voiture. C'est une conclusion chaotique que Charlie n'a pas directement causée, mais il a, nom de Dieu, orchestré toute cette putain de machination. Il subtilise son téléphone sur le pavé et s'évanouit une fois de plus dans l'obscurité. Subtiliser son téléphone se révèle être une bévue de novice, transmettant instantanément sa position à Henderson. Henderson le coince à Marseille, mais Charlie a visiblement retenu quelques leçons sur l'art de l'improvisation. Il se lance dans une course-poursuite avec Henderson à travers une discothèque bondée, une scène d'un cliché consommé. Au moment où il semble acculé, Charlie déclenche un explosif qu'il avait préalablement dissimulé dans les toilettes. La détonation crée la diversion parfaite, lui permettant de fausser compagnie au colonel, momentanément décontenancé. Suite à cette péripétie, Charlie contacte un quilin pour convenir d'un rendez-vous secret à Istanbul. Il se révèle qu'un quilin est une femme du nom de Davis, veuve d'un agent du KGB, preuve que ce putain de cycle infernal ne s'arrête jamais. C'est une autre âme meurtrie par le jeu de l'espionnage, ce qui fait d'eux un duo de circonstances pour le moins probable. Ils installent leur base d'opération chez elle, mutualisant leurs ressources pour débusquer la prochaine cible sur la liste. Leurs investigations les conduisent à Miška Blažić dans un palace madrilène où ils épient ses moindres faits et gestes. Cet individu suffisant arrose manifestement le personnel pour privatiser toute la putain de piscine sur le toit à son seul usage. Au cœur de leur planification, Davis, émotionnellement dévasté, lui demande de partager son lit, non pour le sexe, mais simplement pour un putain de contact humain. Dans un accès de compassion inattendu, il acquiesce, laissant deux existences fracassées trouver ensemble un ersatz de quiétude. À l'hôtel, Charlie surprend Blažić au milieu de sa baignade. Il informe placidement le terroriste avoir miné la paroi de verre de la piscine pour qu'elle vole en éclats sur commande. Blažić, mort de trouille, balance que Schiller a disparu des radars. Il commet alors l'acte le plus crétin qui soit et tente de fuir à la nage hors d'une piscine sur le point de voler en éclats. Charlie presse le détonateur et la monumentale paroi vitrée se craquelle instantanément en une toile d'araignée. La paroi finit par exploser dans un torrent d'eau et de verre, précipitant Blažić 16 étages plus bas vers une fin sanglante et amplement méritée. Alors que Charlie tente de filer, Henderson ressurgit plus opiniâtre que jamais. Cette fois, cependant, un homme de main dépêché par une directrice O'Brien devenue paranoïaque se jette sur Henderson. Les deux professionnels se mettent à se foutre sur la gueule, offrant à Charlie une nouvelle opportunité en or de se carapater. Henderson réussit à blesser mortellement son assaillant, non sans encaisser une balle au passage. De retour à Washington, Caleb, écumant de rage, dépêche un commando de la CIA directement sur Istanbul. Charlie et Davy sont alertés au dernier moment, les forçant à quitter leur cachette en toute hâte. Ils bondissent dans une voiture et écrasent l'accélérateur, mais les agents, implacables, les repèrent sur la route. Une fusillade d'enfer éclate et au milieu du chaos, Davis est tragiquement abattu. Charlie assiste, impuissant, à l'exécution de sa seule nouvelle alliée, une autre personne bien sacrifiée sur l'autel de sa vendetta personnelle. Il parvient à échapper au tir, le cœur lourd comme une putain d'enclume après avoir perdu une autre personne qui comptait pour lui. Désormais mu par une rage pure, Charlie traque sa troisième cible, Elish, jusqu'en Roumanie. Il monte une souricière ingénieuse, se faisant passer pour un trafiquant d'armes afin d'empâter Elish lors d'une rencontre. Il dupe l'homme en lui faisant ouvrir une mallette qui arme une bombe à pression programmée pour détonner au moindre mouvement.
Avec Elish cloué sur son siège, Charlie l'interroge froidement pour lui soutirer la localisation de Schiller. Elish crash le morceau, révélant que Schiller se terre sur un navire en mer Baltique et balançant sans vergogne ses anciens complices. Charlie fait la fausse promesse de désamorcer l'engin une fois l'information obtenue, un bobard éhonté. Il récupère l'information, tourne les talons et s'éloigne tranquillement, abandonnant Elish à son destin explosif imminent. Pour semer ses poursuivants, Charlie pirate le système de reconnaissance faciale de l'agence, les envoyant dans une chasse à l'homme vaine à travers l'Europe. Alors qu'il se rapproche de sa proie finale à Primorsk, son vieil allié, l'ours, finit par l'intercepter. L'ours tente de le raisonner, lui proposant son aide pour se volatiliser avant que le commando de l'agence n'arrive.